Tous, donc je me présente, je m'appelle Jérôme André, je suis orthophoniste de formation, mais depuis 6 ans je travaille dans les laboratoires d'audiologie Renard et mon métier aujourd'hui c'est de m'occuper du groupe d'études et de recherche en audiologie clinique qu'on a dans les laboratoires et donc je crée des outils ou pour mes collègues audioprothésistes ou pour les patients qu'on accueille dans les labos. Et vous parlez de l'audition, de ces troubles, donc de la surdité, et puis de la manière la plus efficace peut-être de se prévenir de ces troubles. Je te laisse te présenter. Moi du coup c'est Constance, je suis étudiante en 3e année, dernière année d'audioprothèse, et je suis là pour vous présenter le métier, les études et répondre à vos questions si vous en avez. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va faire un petit quiz. Et sur ce nombre, vous pensez qu'il y a combien de personnes malentendantes en France ? Donc là où il y avait le plus de réponses, c'était 6 millions. On va cliquer sur 6 millions et on va voir ce qui se passe. Si ça se met en vert, c'est que c'est la bonne réponse. Donc effectivement, il y a 6 millions de malentendants en France, mais il n'y en a que 2 millions qui sont appareillés. Deuxième question. Quel os existe dans l'oreille ? Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'il y a la pince ? Non. La clé ? L'enclume ? La vis ? Il y en a qui ne pensaient pas. Il y en a qui n'ont jamais levé la main, mais le plus de réponses, je pense que c'était sur l'enclume, et c'est effectivement la bonne réponse. Il y a 3 petits os dans l'oreille, on les reverra tout à l'heure, mais il y a le marteau, il y a l'enclume et il y a l'étrier. Troisième question. Selon vous, combien il y a de bébés qui naissent avec une surdité dans un pays comme la France ? Si c'est la bonne réponse. Il y a en gros, il y a 1,2 bébés sur 1000 qui naissent avec une surdité. Et donc, je ne connais pas bien le secteur de Somain, parce que moi je travaille plutôt sur Maubeuge. Et donc, à la maternité de Maubeuge, il y a 3500 naissances par an. Ça veut dire que statistiquement, il y a 3 bébés qui naissent avec une surdité chaque année. Et quand je parle, j'émets des petits puffs d'air. Et ces petits puffs d'air, ils sont captés par le pavillon pour être envoyés dans le conduit auditif externe. Et quand ils arrivent dans le conduit auditif externe, ils vont rencontrer une petite membrane qu'on appelle le tympan. Et sur ce tympan, il y a 3 petits os qui sont attachés. Il y a le marteau, il y a l'enclume et il y a l'étrier. Et ces 3 petits os, ils tiennent sur une pièce de 2 €. Donc c'est vraiment tout petit. Et donc le tympan va bouger, il va pousser le marteau, qui va pousser l'enclume et qui va pousser l'étrier. Et l'étrier, en fait, il est relié à un petit organe en forme d'escargot qu'on appelle la cochlée. Et dans cette cochlée, à l'intérieur, il y a du liquide et il y a des poils, des petits cils, des stéréocils. Et quand on va parler, il y a du liquide qui va se déplacer, qui va provoquer l'ondulation des petits poils, et cette ondulation va créer un phénomène électrique dans le nerf auditif. Et toute cette belle mécanique, elle peut se casser à tout moment, c'est ce qu'on appelle la surdité ou perte d'audition. Et donc dans cette surdité, il y en a également plusieurs types. Il y a la surdité de conduction, la surdité de transmission, c'est une perte de conduction du signal. Elle peut être provoquée par un bouchon de cérumen, une perforation du tympan, une malformation des osselets ou encore une otite avec du liquide derrière le tympan. Et ça va entraîner une moins bonne vibration de la chaîne ossiculaire, dans la chaîne des petits os. Et donc ça, généralement, le médecin va pouvoir traiter cet aspect-là. Et puis il y a des pertes qu'on appelle neurosensorielles ou surdité de perception, et là c'est parce que les petits poils ne sont pas fonctionnels. Et ça peut arriver à tous les âges de la vie, ça peut être lié à des causes génétiques, ça peut être lié à des environnements de travail qui vont être très bruyants, ça peut être lié à la musique, au bruit, etc. Et là, la seule réponse qu'on a à donner à quelqu'un, c'est de lui mettre des appareils auditifs pour qu'il retrouve une forme d'audition qui soit correcte. D'accord ? Donc là, on a balayé ça de manière très rapide, mais maintenant, on va prendre le temps de réexpliquer son fonctionnement. D'accord ? Donc, quand on parle, on met des petits puffs d'air. C'est-à-dire que quand vous parlez, si vous mettez votre main devant votre bouche et que vous faites papa, 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 vous allez bien sentir les souffles d'air qui vont se répercuter sur le dos de votre main. Et donc, cet air, il va se déplacer de proche en proche. Et toutes les molécules d'air qui sont entre ici et votre oreille, elles vont se mettre à se déplacer petit à petit. Et donc, votre pavillon, là,
il sert de parabole comme pour capter les chaînes de télévision. Il va faire en sorte de choper les ondes et de les concentrer à un endroit spécifique. Donc la forme du pavillon, elle n'est pas anodine. On a des oreilles d'une certaine forme pour faire en sorte que l'onde, elle puisse rentrer à l'intérieur du conduit auditif. D'accord ? Et une fois qu'elle va rentrer dans ce conduit auditif, ben, elle va venir heurter le tympan. Et donc, comme le tympan, on dit qu'il est flaccide, c'est-à-dire qu'il est mobile, il bouge, eh bien, il va provoquer, il va se mettre en déplacement, il va provoquer le déplacement du marteau, le marteau va pousser l'enclume, et l'enclume va pousser l'étrier. Et quand l'étrier va se mettre à rentrer dans ce petit organe en forme d'escargot qu'on appelle la cochlée, eh bien, à l'intérieur de cette cochlée, il y a du liquide. Et il y a des membranes sur lesquelles il y a des petits poils. Et en fait, quand la platine de l'étrier va rentrer à l'intérieur, elle va provoquer des oscillations de la membrane. Et donc, quand cette membrane elle va s'incliner, il y a des ions qui vont rentrer à l'intérieur des petits poils. Et donc, par cet aspect-là, ça va provoquer de l'électricité. Et l'électricité, elle va passer dans votre nerf auditif et le cerveau va dire « Ah, j'ai entendu un truc ». Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs types de surdité, parce que, en fait, l'oreille externe, l'oreille moyenne, ça, c'est un problème transmissionnel, c'est-à-dire que le son n'est pas bien transmis jusqu'à cet aspect-là, et là, le son, il n'est pas bien encodé. Donc, les surdités qui touchent cette dimension-là, la plupart du temps, elles sont réversibles, parce que vous avez un bouchon de cérumen, on vient retirer le bouchon. Évidemment, s'il y a un bouchon, le son, il ne peut pas aller heurter le tympan, donc c'est problématique. Si vous avez un petit trou dans le tympan, il y en a peut-être qui ont fait des otites parmi vous, et quand on fait une otite, en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a du liquide ou du pus qui va se mettre dans l'oreille moyenne. Pourquoi ? Parce que cette oreille-là, il y a un petit tuyau qui s'appelle la trompe d'Eustache et qui relie votre nez à votre oreille. Quand vous bouchez votre nez et que vous soufflez, vous allez sentir le son qui va pousser votre tympan. D'accord ? Si vous faites ça et que vous poussez, vous allez en fait envoyer de l'air ici, et comme l'air il ne peut pas sortir, il va pousser votre tympan dans l'autre sens. Donc vous sentez le tympan qui va se mettre à subir cette pression-là. Et donc quand il y a beaucoup de liquide, parfois il y a des personnes qui vont, sous la pression, votre tympan il va céder, et vous allez avoir une otite qui va couler, parce que il faut bien évacuer le liquide qui est à l'intérieur. Et il y en a peut-être même parmi vous qui ont eu des diabolos, ou ce qu'on appelle des drains ou des diabolos, qui sont allés chez l'ORL parce qu'ils faisaient des otites à répétition. Mais on fait ça pourquoi ? Pour équilibrer les pressions et faire en sorte que le liquide il puisse s'écouler plus vite. Par exemple, quand vous prenez une boîte de coulis de tomates, vous coupez le bout et vous versez votre coulis de tomates. Mais ça ne s'écoule pas très bien parce que le coulis il est épais. Si vous rajoutez un petit trou sur le carton, en fait, vous allez permettre un équilibre des pressions à l'intérieur de la boîte et votre sauce tomate, elle va s'écouler tout facilement. C'est exactement la même chose que fait l'ORL. Il vient rajouter un petit trou ici, du moins il fait un trou à l'intérieur, il met un petit drain, et en fait, ça permet d'équilibrer les pressions et ça permet d'évacuer le liquide. Donc ça se corrige assez bien. Par contre, quand c'est cet organe-là qui est atteint, là, le seul moyen, c'est plutôt de mettre des appareils auditifs de type prothèse ou même pour des plus grosses surdités, ce qu'on appelle des implants cochléaires, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Et cet organe-là, on peut le stimuler aussi par voie osseuse, c'est-à-dire que si on met un vibrateur sur la mastoïde, l'os qui est derrière votre oreille, on va créer une vibration, et cette vibration, elle va se retrouver dans le liquide, et on pourra court-circuiter la partie qui n'est pas très bonne. On continue. Maintenant, on va parler de la surdité. Comme on l'a dit, des surdités, finalement, il y en a plusieurs types. Il y a la surdité de transmission, c'est l'atteinte de l'oreille externe ou d'oreille moyenne, qui empêche la transmission de la vibration sonore. Ça ne peut pas provoquer une surdité très importante. Pourquoi ? Parce que, je vous ai dit, que les os du crâne, ils vibrent aussi. Donc, quand on parle très fort, en fait, en plus de cette vibration aérienne, les ondes, elles vont frapper votre crâne et en fait, elles vont transmettre le son par l'os. Et ce qui fait que vous aurez quand même une perception du signal qui sera moins forte, mais en tout cas, vous en aurez une. Et donc, dès qu'on passe les 60 décibels d'intensité,
Donc là, je vous parle à peine à 65 décibels. Quand on passe les 60 décibels, la vibration, elle passe aussi par l'os. Et donc vous, par exemple, quand vous parlez, vous vous entendez parce que le son que vous sortez de votre bouche, il va rebondir sur le mur, il va revenir dans votre oreille, vous allez vous entendre. Mais quand vous parlez, vous avez aussi toutes vos os dans la bouche, dans le crâne qui vont vibrer. Et donc, vous allez recevoir cette information-là. Ce qui fait que quand vous vous entendez parler, et si vous vous entendez sur un enregistrement, vous avez l'impression que ce n'est pas la même voix entre vous qui vous entendez à la voix naturelle et vous qui vous entendez sur le magnétophone. Pourquoi ? Parce que quand vous entendez sur un enregistrement, vous entendez que la partie aérienne du signal, mais vous n'avez plus la partie osseuse, celle que vous entendez quand vous parlez naturellement et qui fait que vos os vibrent. Donc vous avez toujours une voix plus grave quand vous vous entendez parler que quand vous entendez parler sur quelque chose d'enregistré. Vous avez donc la surdité de perception. Donc là, c'est l'atteinte de l'oreille interne des voies nerveuses qui empêche le signal. Là, il y a le plus souvent une surdité sévère ou profonde, mais ça peut être aussi des surdités moyennes, bien sûr, ou des surdités légères. Il y a la surdité mixte, où là, il y a des gens qui souffrent à la fois d'une surdité de transmission et à la fois d'une surdité de perception. Pas de bol, ils ont les deux. Et puis, il y a ce qu'on appelle des surdités centrales, où là, en fait, les personnes, elles entendent normalement, c'est juste que leur cerveau n'est pas capable d'encoder les sons correctement. Juste la petite chose que je voulais vous dire en plus, c'est que quand vous avez une personne qui est sourde, en fait, souvent les enfants sourds, ils ont aussi ils peuvent avoir des problèmes d'équilibre parce qu'ils ont une déformation de cet organe-là, mais vous voyez que cet organe-là, il est aussi en lien avec le limaçon. Et dans cette partie-là, dans le labyrinthe, on a 3 canaux semi-circulaires. 1, 2 et 3. Il y en a un qui est haut-bas, un qui est avant-arrière et un qui est gauche-droite. Et dans ces petits canaux-là, on a des pierres. Et en fait, quand on se penche, quand on se baisse, les pierres elles vont se déplacer. Et donc, c'est comme ça qu'on est capable de se dire « Ah, je suis dans telle position, je suis dans telle position ». Et quand on a le mal de mer, c'est parce qu'en fait, nos yeux voient l'horizon sur le bateau et ils disent « je bouge pas », mais votre oreille, elle dit à votre cerveau « je bouge ». Et donc, comme le cerveau il reçoit une information qui dit « je bouge pas, mais si je bouge », il ne sait pas quoi faire et il est malade. Donc, sur les degrés de surdité, comment est-ce qu'on fait pour déterminer un degré de surdité ? En fait, on fait une moyenne des sons, des intensités qu'on perçoit. Donc, une oreille normale, elle entend des sons de 16 à 16 000 Hz, en gros, d'accord ? En fait, je vais vous faire entendre des sons qui sont très graves et des sons qui sont très aigus. Donc, là, on va avoir un son, ça va arriver. Je vais vous générer un signal. Là, c'est un son de 190 Hz, 400 Hz, 600, 900, 1000. Là, il y en a qui commencent à l'entendre. Celui-là, par exemple, vous l'entendez, celui-là ? Oui. Nous, on ne l'entend pas. Parce qu'on commence à vieillir et que les sons là, on ne les a plus. Par contre, là, ça commence à faire mal. Là, ça fait mal, hein. C'est pas agréable. Alors, je vais l'arrêter. Et donc, il y a des sons qui sont des sinusoïdes. Ça, vous savez ce que c'est, une sinusoïde ? D'accord ? Un signal qui oscille de manière régulière, comme ça. Vous ferez ça en physique. Et donc, on va regarder, en faisant la moyenne sur 500, 1000, 2000, 4000, de la valeur de la personne. Donc, imaginons que vous êtes à peu près normaux entendants. Donc, vous entendez, normalement, les sons environ à 0 décibel sur le 500, 0 sur 1000, 2000, 4000. Si on faisait ça, ça veut dire que, potentiellement, vous avez 0 plus 0 plus 0 plus 0 divisé par 4, ça fait toujours 0. Donc, vous êtes entre 0 et 20, vous avez une audition normale. Si on faisait la somme et que votre valeur était comprise entre 20 et 40, c'est que vous avez une surdité légère. Donc, en une surdité légère, on comprend la parole à voix comme ça, mais quand on parle à voix chuchotée, là, c'est beaucoup plus difficile pour les personnes de comprendre le message. La surdité moyenne, c'est entre 40 et 70.
Donc là, il faut parler à un niveau conversationnel. Là, à votre avis, je parle à peu près à combien de décibels? 65, ouais. On est à 65, 70 parce que je vais me faire entendre par les gens qui sont plus au bout. On fera tout à l'heure des petites expériences. Mais on va dire que là, je suis à 70 décibels. Ben, si je suis à 70 décibels et que je voulais passer à 85 décibels, ben 85 décibels, c'est à peu près ça, d'accord? Donc le volume sonore, évidemment, on ne peut pas le maintenir pendant un temps qui va être très long. Mais en tout cas, là, on a fait la surdité moyenne. Ben, évidemment, si je parle à un niveau conversationnel normal et que vous avez une perte à 70 et que je vous parle à 65 ou 70, ben, la compréhension, elle va être excessivement limitée. D'accord ? La surdité sévère, ben là, il n'y a que si on hurlait qu'on pouvait percevoir. Et la surdité profonde, c'est quand on a une perte supérieure à 90 décibels, eh bien, on parle de surdité profonde. Mais la surdité profonde, ça ne permet pas de comprendre un langage. Donc avant, on disait qu'il y avait des gens qui étaient sourds-muets. Sourds-muets, techniquement, ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous êtes sourd que vous n'avez pas de corde vocale. D'accord ? Donc muet, c'est qu'on ne peut pas parler. Mais en fait, comme les gens ne recevaient pas de messages, ils avaient du mal à s'exprimer. Aujourd'hui, on a des prothèses qui leur permettent de récupérer une forme d'audition. Ils n'entendront jamais comme vous et moi. Mais ce n'est pas grave. L'organe principal de l'audition, ce n'est pas ça. L'organe principal de l'audition, c'est ça. Et ça interprète ce que ça donne. Et donc, il faut aller chez un orthophoniste, par exemple, pour apprendre à l'enfant à décoder ce que ces appareils lui donnent. Je m'en fiche de savoir ce que les appareils donnent. Moi, ce qui m'importe, c'est si depuis tout petit, je t'avais dit, pour te dire, lève-toi et viens ici, et que tu entendais, lève-toi, viens ici. Bah, peut-être que quand j'allais dire ça, tu te serais levé et tu serais venu ici. Parce que tu as appris à encoder, finalement, ce que tes oreilles t'ont donné comme message. Et donc, tout le travail de la rééducation orthophonique avec des sourds, bah, c'est de lui apprendre à bien décoder ce que les appareils y donnent. Alors, là, on va faire une petite expérience et je vais vous faire entendre des mots tels qu'ils sont perçus par un sourd profond. Et donc, dans la surdité profonde, il y a plusieurs degrés. Mais en tout cas, la plus profonde possible. Ensuite, une surdité profonde de premier degré, une surdité sévère, une surdité moyenne et en audition normale. Donc, on va faire une petite simulation de ça. Alors, ça, c'est juste quand je mets ça, ce qu'entend en réalité un sourd profond. D'accord ? Il n'entend pas le message, puisque je parle à 70 et que sa surdité elle est supérieure à 90. Donc il ne l'entend pas. Mais en plus d'avoir une déformation, en plus d'avoir une déperdition du signal, il y a une déformation, c'est-à-dire que les graves sont toujours mieux perçus que les aigus. C'est pour ça que vous aviez des sourds avant, peut-être que vous connaissez des vieux sourds, qui parlent avec des voix caractéristiques comme ça. En fait, ils parlent comme ça parce qu'ils entendent comme ça, d'accord ? Ce n'est pas parce qu'ils ont envie d'embêter les gens qui sont autour d'eux. C'est juste que vous, quand vous parlez, vous régulez votre voix parce que vous vous entendez et donc vous savez si vous parlez fort ou pas très fort. D'accord ? Quand vous avez un baladeur sur les oreilles et que des fois vous parlez à des gens, les autres ils vont te faire hey, doucement, doucement parce que vous avez envie de vous entendre. Vous parlez très fort parce que votre signal est atténué par ce que vous avez dans les oreilles et donc vous n'avez pas bien de contrôle. Et donc en fait, les sourds, avant, ils parlaient avec des voix nasillardes parce qu'en fait, quand ils parlaient, ils avaient besoin d'avoir un contrôle de leur voix. Et donc, pour avoir ce contrôle, ils faisaient vibrer les sons dans leur nez. Et donc là, ils savaient s'ils parlaient avec une voix forte ou pas une voix forte. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient des caractéristiques. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai filtré la parole pour faire comme si je vous mettais une voix de sourd profond 3e degré, mais que je rendais audible ça. Donc, je fais entendre ce qu'entend un sourd profond quand le signal il est déformé. Mais eux, ce qu'ils entendent en réalité, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils n'entendent pas de signal sonore. D'accord ? Donc, je vais vous dire un mot, du moins, je vais vous faire entendre un mot et vous allez me dire ce que vous avez entendu. Toi, t'as entendu quoi ? Essaye. Toi, t'as entendu quoi ? Pipi. Ok. Pepperoni.
Bébé? Papa? Ok. Papa aussi. Je vais vous faire entendre ce même mot, mais avec une surdité un peu moindre. Alors moi, effectivement, déjà, je n'entendais pas un mot avant. Ce que j'entendais, c'est bleu, bleu. Mais là, tu entends toujours pipi? Non. Pépé maintenant. Papa, toujours, t'entends toujours papa. Popo, ok. Toi, t'entends quoi? PPM. Ah ouais. Donc, ce que tu as entendu comme pipi tout à l'heure, bah, c'était éponge. Et ce qu'il entendait lui comme papa, bébé, etc., bah, c'était ce mot-là. D'accord? Je ne vais pas les faire les 4 mots, je vais juste en faire un autre où suivant du moins j'ai rentré des courbes auditives de personnes à l'intérieur et suivant la courbe auditive, vous allez voir que des fois, c'est très bizarre ce qu'on entend. Oreille. Vas-y. Bonjour. Ok. Cuisine. Tomate. Je suis désolé, je t'entends pas parce qu'il y en a qui parlent en même temps. Cheval. Ok. Cheval. Rhubarbe. Eh bien, dans la dictée, ça ferait des mots différents. Hein. Cerise, sauveuse. Sauvage. Voilà. Donc, le mot, c'était sauvage. Donc, effectivement, des fois, ouais, je vous raconte ça, mais j'allais dans des établissements et le prof de français me disait « Ah, Jérôme, je suis content que tu arrives parce qu'on a fait la dictée et c'était une catastrophe parce que j'avais dit « Les chevaux s'éloignent » et il me disait « Tu sais ce qu'il a écrit ?» Ben non, il a écrit « Les chevaux témoignent ». Bon, effectivement, ils ne peuvent pas témoigner, mais c'était pas si mal parce que quand on entend les sons déformés, eh bien, il s'avère que ça peut être compliqué d'avoir ça. Donc, la surdité, ce n'est pas qu'une baisse du volume, c'est aussi une déformation de certaines fréquences par rapport à d'autres. Et donc, ben, parfois, ce n'est pas toujours facile de comprendre les choses. D'accord sur ça? Maintenant, on va parler un tout petit peu de prévention. Et en fait, là, je vous ai mis une échelle de décibels. D'accord? Donc, en fait, le 0 décibel, c'est là où on commence potentiellement à entendre, mais le 0 décibel, ça n'existe pas. D'accord? Dans la nature, il n'y a aucun endroit où il fait 0 décibel. Le seul, il n'y a que dans des pièces qu'on appelle des pièces anéchoïques, où en fait on est capable de créer des environnements où il y a 0 décibel. Mais on considère que du moins, un individu ne peut pas rester dans cette pièce plus d'une dizaine ou une douzaine de minutes. Après, vous devenez complètement dingue. Parce qu'en fait, vous entendez les battements du cœur, vous entendez chaque friction qui sont à l'intérieur de votre corps. C'est excessivement désagréable. Donc en fait, il n'y a pas de lieu qui existe. On dit qu'un vent léger, ça pourrait, le bruissement des feuilles, ça pourrait être aux alentours de 10 dB, que dans une chambre, on a à peu près 20 dB, une salle de séjour 30, la bibliothèque 40, etc., etc. On va juste faire une expérience où là, je vais vous demander de tous vous taire. Et je vais prendre un petit sonomètre. Et avec ce sonomètre, je vais mesurer l'intensité qu'il y a dans la pièce. D'accord ? Donc vous pensez que dans cette pièce-là, t'as vu la valeur ? Vous pensez que dans cette pièce-là, l'intensité, elle est à combien ? 50. 35 ? Ouais. 10. 20. 12.
Décibels. Décibels, ouais. Ah oui, mais j'ai... 5. Non, 6. Combien 6. 7,2. Ok. 6. Ok. Tu peux leur donner la réponse, il y avait combien de décibels? Il y avait 35 décibels, rien qu'à cause du bruit de ce vidéoprojecteur. Si on se tait, « 34-35 dB, d'accord? Donc en fait, et il faut savoir que le décibel, c'est une échelle logarithmique. C'est-à-dire que pour augmenter de 3 décibels, ça veut dire qu'on double la puissance qui arrive sur la pression qui arrive sur le tympan, d'accord? Pour qu'on augmente ma voix, si je vous parle à peu près ici, si je vous parle et que tu tiens le téléphone comme ça, à distance naturelle, là je vais être à 65, je vais être à peu près à 65 décibels de voix. Donc en fait, quand je vous parle à 65 dB, si je veux passer à 68 décibels, en gros, il faudrait qu'il y ait 2 Jérômes qui vous parlent en même temps. Et si on voulait passer à 71, il faudrait qu'on soit 4. Et si on voulait passer à 74, etc. Et ça va doubler à chaque fois le nombre de personnes qui sont là. Donc c'est une échelle qui est logarithmique. Donc en fait, vous, dans une salle de classe, on dit qu'il y a 70 décibels à peu près. Quand vous êtes arrivé tout à l'heure, vous ne saviez pas que j'étais en train de mesurer, mais j'ai montré, parce que là, vous vous montrez très sage et vous êtes super calme, et je vous en remercie grandement. Mais en fait, quand on a fait ça, que vous êtes arrivé tout à l'heure, ben vous étiez à 75, du moins c'était ça, hein? 80. Ouais, entre 75 et 80 décibels de bruit quand vous discutiez entre vous. D'accord? Donc ça veut dire que le volume sonore, il était déjà super important. Parce que 80 décibels, c'est le son que vous avez à la cantine, on le voit bien. Et là, vous étiez libre de discuter. Alors à la cantine, il y a en plus les bruits de vaisselle qui viennent ajouter une dimension dans les aigus. Mais en tout cas, vous aviez cet aspect-là. Un chien qui aboie, alors évidemment, ça dépend de la taille du chien. Et ce n'est pas le même son à un chihuahua et un berger allemand. Mais en gros, ça va être 90 décibels quand on est à 1 mètre du chien et qu'on mesure ça. Et pareil, à chaque fois qu'on va s'éloigner, on va doubler la distance, on va perdre 3 décibels. Le marteau-piqueur, c'est 100 à 110 décibels quand on mesure juste à côté. Et un avion qui décolle, c'est 140 dB, mais pas quand on est juste à côté de l'avion, quand on est à 100 mètres de l'avion. Donc ça fait un bruit qui est très important. D'accord ? Et tout à l'heure, on a dit que vos oreilles, elles étaient sensibles à quelle fréquence ? De combien à combien ? De 16 à 16 000, d'accord? Et en intensité, on entend grosso modo de 0 décibels à 110, 120 décibels. Après, au-delà, on est dans des seuils de douleur, ça nous fait mal, et après, ça peut être excessivement dangereux, et vous pouvez même en mourir sur certaines intensités qui sont excessivement fortes. Le coup de tonnerre, c'est quand on va le mesurer, pas au niveau du sol, mais quand vous êtes sur un lieu d'analyse de ces phénomènes météorologiques. Alors, en plus de l'intensité, ce qui est important, c'est pas que l'intensité du signal. En fait, dans votre oreille, tout à l'heure, vous avez vu, il y a 3 osselets qui s'appellent comment les osselets ? Marteau, enclume, étrier. Est-ce que vous savez comment on dit étrier en latin ? Alors on dit stapedius. Et donc il y a un petit muscle qui relie, dans votre oreille moyenne, il y a un petit muscle qui relie l'étrier à votre cochlée. Quand vous envoyez un son très fort, pour pas que la cochlée, elle rentre la platine de l'étrier rentre à l'intérieur de la cochlée et qu'elle déchire tout, il y a un petit muscle qui s'appelle le muscle stapédien. Et en fait, ce muscle-là, il se contracte. Et en fait, il va rigidifier la chaîne ossiculaire pour éviter que la platine de l'étrier vienne rentrer dans la cochlée. Mais ce petit muscle, il est juste composé de quelques fibres. Ce n'est pas un gros muscle qu'on peut développer à la salle. Donc celui-là, c'est problématique. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il va fatiguer très très vite. Et donc le temps d'exposition qu'on a au bruit est tout aussi important que l'intensité du bruit. Si je fais un truc comme ça, ou même si je tapais comme ça,
votre muscle va se contracter instantanément et il va protéger votre oreille. Mais si le bruit il durait pendant très longtemps, eh ben en fait, il n'y aurait pas ce mécanisme-là. Ouais, vas-y. C'est ça. En fait, quand tes cordes vocales elles vibrent, tu produis le son, il rebondit sur les murs et il revient par là. Mais quand tu parce qu'en fait, le son, c'est une onde. D'accord? Là, je ne peux pas te faire sentir l'onde, mais quand tu fais ça, je tape sur la table, elle va se déformer. D'accord? Tu vois que si j'appuie sur la table, elle se déforme là. En fait, en se déformant, elle va provoquer une onde. Et cette onde, elle va se propager comme l'onde de ta voix, et elle va être captée par ton oreille, tout comme l'onde quand je parle. Et ça va produire la même sensation sonore. Donc tous les deux, c'est des phénomènes ondulatoires d'ondes qui vont se propager dans l'air. Et les ondes, elles se propagent dans l'air, mais elles se propagent dans l'eau. Quand tu es à la piscine, tu entends aussi les sons. Seulement, les sons que tu entends dans la piscine, ce n'est pas exactement les mêmes sons que quand tu les entends dans l'air. La vitesse de transmission, elle n'est pas la même. Et la déformation de l'eau va faire qu'il y a des fréquences aiguës qui vont être absorbées par la flotte et tu entendras plus les graves. Donc quand tu étais sous l'eau, tu entends plus le boum, des trucs comme ça, mais tu entends essentiellement les graves. Mais c'est la même chose. C'est une vibration qui passe d'un milieu à l'autre et ton oreille va capter cet aspect-là. Ouais? Alors tes oreilles, quand tu vas profond, c'est parce qu'en fait, tu as la pression de l'eau qui s'exerce sur tes oreilles. Et comme ton tympan il est sensible à la pression, et ben en fait, quand tu as les plongeurs, en fait, ils vont se mettre des paliers successifs pour réguler cette pression. Et donc notamment, en fait, quand tu vas par exemple en avion, il y a des gens qui, quand ils sont en avion, ils subissent la pression sur les oreilles et ils ont du mal à accepter ça. Et donc quand tu manges un chewing-gum dans l'avion, tu vas aider à réguler cette pression et tu vas enlever la douleur que tu vas avoir dans les oreilles. Attends, pardon, je vais te prendre après. Pareil, quand tu es à la montagne, des fois tu montes en voiture dans des tunnels ou des trucs comme ça, et on sent une pression qui s'exerce sur les oreilles, parce qu'en fait l'altitude, elle est différente, et donc il va y avoir une pression, la pression atmosphérique, qui va s'exercer sur ton tympan. Et donc quand tu vas ouvrir la bouche, que tu vas mâcher, et donc si tu manges un bonbon ou si tu manges un chewing-gum, ça va aider à réguler cette pression-là et à faire en sorte que tu aies moins mal. Alors, je vais vous mettre un tout petit film animé, on va dire ça, où on va parler de trois collégiens. Voilà, on va faire la connaissance de trois ados qui, classiquement, tous les matins, vont effectivement au bahut. Et comme tout le monde, ils sont dans le bus et ils vont pousser un petit peu leur téléphone et leurs écouteurs à fond. Et donc ça leur permet de s'évader, d'être tranquille, de plus entendre ce qui se passe autour. Et puis ensuite, on va se retrouver au bahut, on va discuter avec les potes. Et puis les potes, ils vont éventuellement nous proposer d'aller en plus à la fin de la journée, aller écouter de la musique chez les uns et chez les autres. Et donc, ils vont se retrouver pour écouter cette musique. Donc, c'est juste là pour vous faire entendre la musique en question. Peu importe. Donc, on écoute la musique. On avait déjà eu les écouteurs dans les oreilles. On en profite. Et puis, ces jeunes, ils vont aller à un concert. C'est génial d'aller à un concert et il y en a peut-être parmi vous qui sont déjà allés à Main Square ou à des trucs comme ça. C'est effectivement super bien. Et quand on arrive au concert, on est effectivement tout excité par le fait d'aller voir son artiste préféré. Et on veut absolument être devant pour bien voir l'artiste. Et même pour en profiter au mieux, ce qu'on va chercher à faire, c'est d'aller se mettre juste devant les enceintes. Et donc, on se met sur les enceintes et on ne protège pas forcément ses oreilles, même si à l'entrée des concerts, on donne des bouchons, on ne les met pas. Et là, eux, ils vont subir un peu les conséquences de cet aspect-là. Donc, on va suivre ce qui se passe pour eux.
Et donc, le premier, il va avoir des acouphènes. Donc l'acouphène, c'est ce petit bruit que vous avez peut-être déjà entendu dans vos oreilles. Alors des fois, c'est de manière très transitoire, mais il y a des fois où ça va être toute la journée où on va avoir ça. Et il y en a certains, c'est même toute leur vie. On peut aussi avoir un petit truc qui s'appelle l'hyperacousie, c'est-à-dire que quand on a été exposé à des sons forts pendant un petit temps, n'importe quel petit bruit, un bruit comme ça, on va le percevoir de manière décuplée et ça va devenir quelque chose d'absolument insupportable. Et puis l'autre conséquence qu'on peut avoir, c'est que les sons, on ne va même plus les entendre. Donc là, son père lui dit « T'as pas entendu le réveil ?» Non, il n'a pas entendu le réveil. Et puis il va se mettre à déformer ce qu'on lui dit. Donc, et donc ça peut être excessivement délicat parce que vous êtes à l'adolescence et qu'il y aura le regard des autres. Donc la compréhension téléphonique, ça va pas aller, mais si tu n'as rien compris en cours, tu n'as rien mis dans le four, on va se mettre à mettre des choses différentes. Et puis si évidemment on veut se rapprocher, les autres vont nous traiter de faillots parce qu'on va être tout devant. Et donc la situation, elle peut être excessivement délicate. Et donc dans cet aspect-là, il faut aller consulter chez un audio et faire un test auditif où on va envoyer des sons de plus en plus forts et on va essayer de mesurer l'audition. Donc là, c'est de manière très restreinte. Mais voilà, la conséquence de certains signaux qui sont très forts, ça peut aller jusqu'à l'appareillage. Et donc l'appareillage, après, il faut vivre avec cet appareillage. Et donc on n'a pas forcément envie, quand on est ado, d'avoir des différences par rapport aux autres. Donc il y en a qui vont bien apprécier les choses et qui vont dire « Ah, t'as les prothèses, ça fait cyber. » Ouais, super, mais en même temps, on va avoir du mal à communiquer avec les autres et on aura tendance, peut-être dans certains cas, à s'isoler. Et donc, si vous ne comprenez pas ce qui se dit autour de vous, là, ça va être délicat. Et des prothèses, ce n'est pas des choses qui restituent une audition parfaite. Ça aide à la compréhension, mais ça ne sera pas quelque chose qui sera complètement remédiatif à la situation. Donc, voilà sur cet aspect ce que je voulais vous dire. Mais en plus, tout à l'heure, on a mesuré dans une salle ce qui se passait et je vous ai dit que la voix du prof, elle était à 70-75 dB. Et là, tout à l'heure, quand on s'est tous tus, on a mesuré que le bruit ambiant dans la salle, il était déjà à 45 décibels ou 35 décibels. Et puis là, comme il y en a qui toussent, comme il y en a qui vont faire glisser leurs chaussures sur le sol, comme il y en a qui vont bouger sur leur chaise, les manteaux qui vont bouger, en fait, le son, très vite, dans une salle de classe, il va passer à 50 dB. Et donc, je vous ai dit qu'à chaque fois qu'on doublait la distance, on perdait des décibels. D'accord ? Donc, on compense certains aspects, c'est-à-dire qu'on fait tous de la lecture labiale, tout le monde regarde sur les lèvres. Ceux qui sont devant et qui ont la chance de voir mes lèvres charnues, certes moins charnues que celles de Constance, mais ils comprennent sur un texte sémantiquement complexe 7% de choses en plus que ceux qui sont au dernier rang. Donc en fait, on fait tous de la lecture labiale, mais en plus de cette lecture labiale, si on faisait une dictée dans une salle de classe où les gens sont normaux entendants et où il y a 7 rangs, si je disais rien que des mots isolés et je suis à 2 mètres du premier rang, même si la personne sait parfaitement écrire, rien que par le fait de donner des mots isolés, donc si je disais le bouchon, le tableau, le souper, le rondin, etc., on s'apercevrait qu'il y aurait environ entre 8 et 9 mots qui seraient parfaitement compris par la personne qui est au premier rang, mais celle qui serait au 7e rang, déjà, elle comprendrait plus qu'un mot sur 2. Donc, effectivement, le fait d'être dans une salle bruyante, ça a des conséquences sur la compréhension de ce qui se passe. Alors évidemment, on ne dit jamais que des mots isolés, il y a toujours un contexte, et donc vous pouvez vous raccrocher au contenu de la phrase pour compenser les mots que vous n'avez pas entendus. Oui, ça c'est vrai, mais quand ce sont des nouveaux mots qui sont évoqués, j'en sais rien, en SVT ou dans d'autres disciplines, parfois ces mots-là, ils peuvent être mal encodés, engrammés, parce qu'on n'est pas bien situé et que le bruit de la classe fait qu'il y a certains mots qui vont être mal compris. Et donc, s'ils sont mal compris, si on veut rattraper ça, ça demande du travail supplémentaire parce que
on n'a pas bien entendu ce qui se passait en classe. Et il y en a plein qui, parfois, juste avec ce qu'ils entendent en classe, sont capables de restituer les choses. Très bien, ça ne demande pas un travail supplémentaire. Plus vous allez être dans des milieux bruyants, et plus ça va compliquer les choses. D'accord ? Je vais me remettre en plein écran, peut-être, ou là, je vais le laisser comme ça, on verra bien si ça fonctionne. La musique, on l'aime. Good vibe, adrénaline. Bref, c'est le feu. Mais fais gaffe. Trop longtemps, trop fort, ça craint. Acouphènes, hyperacousie, isolement, stress, et même jusqu'à perdre l'audition. On t'explique. Le son entre dans le conduit auditif, fait vibrer ton tympan, puis la cochlée, et rejoint ton cerveau. En gros, 15 000 cellules sont importantes pour ton oreille. Plus le son est fort, longtemps, plus elles disparaissent. Jusqu'à perdre l'audition. Souviens-toi, 85 décibels, c'est le max pour tes oreilles. 85 décibels, c'est comme la tondeuse à gazon. Plus de 15 minutes et ton audition est en feu. Alors, protège-toi. Mets le volume pas trop fort, pas trop longtemps. En concert, utilise des protections auditives. Bouchon, casque de protection. Plus loin, c'est bien, pas à moins de 3 mètres du son. Fais des pauses au calme quand le son devient gênant. Si t'as les oreilles qui sifflent, consulte un ORL. Si c'est critique, rends-toi rapidement aux urgences. Alors, si tu veux garder un bon souvenir de ton concert, festival, fais gaffe à tes oreilles. Nos oreilles, on y tient. Quels sont les métiers liés au vôtre? Alors, il y en aura plusieurs. On va parler à la fois du moins, de tout ce qui, si tu veux, des métiers qui touchent à l'audition en général. Il y a le médecin ORL, d'accord ? Il y a l'orthophoniste qui va faire la rééducation des personnes sourdes. Donc, il y a une baisse d'audition. Il y a l'audioprothésiste qui va équiper les personnes avec un appareillage pour venir compenser cet aspect-là. Après, tu peux avoir un chirurgien qui sera un chirurgien ORL, donc ce sera plus qu'un médecin ORL. Il aura une spécialité supplémentaire pour lui faire des opérations spécifiques. Mais en gros, ça, ce sont les personnes qui vont graviter autour de la personne sourde. Et après, je t'ai dit, les sourds, ils ont souvent des problèmes d'équilibre. Donc en fait, il y a des métiers comme les psychomotriciens qui vont aider aussi sur ces aspects-là. Il peut y avoir besoin d'un psychologue, d'un ergothérapeute dans certains cas. Mais voilà, les métiers vraiment très liés à la surdité, c'est audioprothésiste. Et tout à l'heure, Constance va vous faire une explication du métier d'audioprothésiste. Orthophoniste, si vous avez envie de savoir des trucs sur le métier d'orthophoniste, je vous répondrai à vos questions. Et ORL qui, lui, va quantifier la perte et définir un diagnostic. Et quand il aura défini le diagnostic, c'est ça qui va engendrer la rééducation orthophonique parce qu'il faudra une prescription médicale et un appareillage parce qu'il faudra une prescription médicale. Donc c'est l'ORL qui est au centre de tout ça. Depuis maintenant 2012, il y a un dépistage systématique de la surdité dans toutes les maternités. C'est-à-dire que quand un bébé est né, et tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait combien de bébés qui naissaient avec une surdité ? 1 sur 1000. Et bien en fait, on fait à la maternité, on fait un dépistage à J+2. Quand le bébé il a 2 jours, on lui fait un test auditif. Et donc avec ce test auditif, si le test il est négatif, c'est-à-dire si on suspecte qu'il y a une surdité, on refait un test à J+5. Si le test est toujours négatif, quand le bébé il sort, on demande aux parents d'aller dans un centre et de revoir le bébé 30 jours plus tard pour voir s'il y a une surdité. Alors, juste un truc, puisque tu me poses la question, on va rester sur ta question. À votre avis, comment est-ce qu'on fait pour tester l'audition de quelqu'un ? En fait, on va chez l'ORL, Ouais, et il met un casque sur les oreilles et il envoie des sons de plus en plus aigus ok, dans les oreilles et tu dois lever la main à chaque fois que tu entends le son. ok. Tu as déjà fait un test auditif ? Ok. Ok, donc il peut y avoir cet aspect-là. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour le bébé ? Parce que finalement, lui, il ne va pas lever la main à 2 jours. On voit s'il réagit. Alors, ouais, ça peut être intéressant. Comment est-ce qu'on fait alors ?
À ton avis, ben, c'est bien ce que tu dis, c'est très bien. Une réaction corporelle. Très bien, ça s'appelle de l'audiométrie comportementale. Alors, on ne fait pas ça pour le dépistage. Mais en tout cas, on peut faire ça chez les bébés pour estimer leur audition. Ça, c'est parfait. On attend qu'il s'endorme. Et au moment où il va s'endormir, on lui ouvre un son et on voit s'il se réveille. Ben, ça peut marcher. Mais pour le bébé, on va faire des tests qu'on dit objectifs. C'est-à-dire que là, dans ce que tu as décrit, c'est un test subjectif. C'est-à-dire qu'on demande la participation du sujet. Avec un bébé, on ne va pas lui demander de participer. Donc, en gros, il y a 2 types de tests qui existent. Il y a un test qui s'appelle les auto-émissions acoustiques. Donc, en fait, on met une sonde dans l'oreille avec on envoie un signal et on met un micro en même temps. Et en fait, quand on envoie le signal, ben, le son il va se propager, donc ce que je vous ai dit, le tympan qui se met à vibrer, les osselets, et puis les cellules ciliées qui vont se déplacer. Et en fait, quand les cellules ciliées, donc celles qui ont des poils, elles s'inclinent, elles se contractent, et ben en fait ça fait du bruit, un tout petit bruit. Et en fait, en mettant le micro dans les oreilles, et ben, on envoie un son et on écoute si les cellules se contractent. Si les cellules se contractent, ça veut dire qu'elles ont reçu le son. Donc on sait que le bébé, il entend. D'accord ? Ça, c'est une première technique pour savoir si un bébé, il entend. Et une autre technique qu'on peut faire, c'est on met des électrodes entre l'oreille et le vertex, la pointe du crâne. Et en fait, le son, l'électricité qui est générée dans le nerf auditif, elle va passer par certains centres dans le cerveau pour aller jusqu'à votre cortex auditif, là où votre cerveau va décrire les sons. Et donc, en fait, on va mettre des électrodes à des endroits. Et si les électrodes, elles sentent qu'il y a un passage électrique dans le cerveau, ça veut dire que le son, il se propage jusqu'au cortex. Donc, si on récupère une onde électrique, on sait qu'il y a du son. Et ça s'appelle les potentiels évoqués auditifs. C'est les PEA. Donc, c'est les 2 tests qu'on peut faire chez le bébé pour savoir si quelqu'un est sourd. Après, on fait des tests, comme tu l'as dit, avec des bip-bip pour cet aspect-là. Je vais vous faire un petit test où, normalement, vous avez un casque sur les oreilles et vous allez entendre un son à droite et puis ensuite, on testerait l'oreille gauche. Là, on ne va pas, comme on le fait au collectif, je ne vais pas vous mettre de casque sur les oreilles à chacun d'entre vous. On va faire les 2 oreilles en même temps. Vous allez entendre des mots qui sont très proches les uns des autres. D'accord ? Mais avec ces mots-là, il y aura du bruit. D'accord ? Donc, les mots, ça sera louche, mouche, bouche. Donc, des mots qui sont très proches, mais il y aura un bruit de fond derrière. Il y a comme s'il y avait plein de gens qui parlaient, ça va faire mouche. Il faudra me dire ce que vous avez entendu. Donc, je vais évidemment mettre le son à tout le monde. Est-ce qu'il y a une volontaire ou un volontaire qui veut bien faire le test comme s'il répondait aux questions ? Alors, il fait la première partie, tu feras la deuxième, d'accord ? Donc, je vais te mettre des trucs et tu me dis ce que tu as entendu. Les autres répondez pas, du moins vous pouvez répondre dans votre tête évidemment, mais répondez pas à haute voix, on va faire comme si c'était lui. Ok, et maintenant on ferait l'autre oreille. Tu t'es trompé, oui, à un moment. Mais c'est pas très grave, on regardera à la fin si le test dit c'était bon ou pas bon. Mais il y a juste que c'est quelqu'un qui va te parler, et dès que je vais cliquer sur le bouton, il va démarrer. Et il parle hyper vite dans une pièce où il y a de l'écho. D'accord ? Et tu vas me dire ce qu'il a dit. Jean-Jacques enivre son ex. Jean-Jacques enivre son ex. Ok, si c'est bon, ça va se mettre en vert. D'accord ? Homer se forme en Finlande. Homer se forme en Finlande. Magnifique. Maintenant, tu seras dans un cocktail. C'est comme si tu étais dans un mariage. Il y a plein de gens qui parlent en même temps. 5-6 secondes, il y a quelqu'un qui va te parler. T'es prêt ?
C'est tout bon, en voiture. Robert démonte le gîte. Norbert démonte le gîte. Norbert? Non? Robert? Bon là, si tu veux pas rater tes vacances, il faut que tu prennes le bon train, hein, je te le dis tout de suite. Dans 2 minutes, départ pour Metz, voie B. Constance scrute le 15e. Constance scrute le 15e. Magnifique. Et dernière. Samedi, il fera 24 degrés à Amiens. Voilà, donc là, tu as été le boss, parce que tu as eu tout vert. Bon, évidemment, tout à l'heure, je n'ai pas fait l'oreille gauche, j'ai fait n'importe quoi, donc il me dit il faut faire attention, il y a une asymétrie. Mais autrement, vous voyez que tu as eu tous des bonhommes verts, c'était tout bon, et toi, tu as eu tout bon également. Donc, c'est un test qu'on peut utiliser pour repérer des troubles. Ça veut dire que là, ça ne donne pas l'intensité de la perte auditive, mais ça peut permettre de repérer des difficultés. Vous savez qu'il y a la presbytie, d'accord ? C'est la perte de vue liée à l'âge. Et bien, la perte d'audition liée à l'âge, ça s'appelle la presbyacousie. D'accord ? Presby, c'est la vieillesse, et acousie, c'est audition. Et donc, tout à l'heure, je vous ai expliqué que il y avait un vieillissement des cellules de l'oreille. Quelque part, votre audition, là, c'est les graves, comme tu l'as expliqué. Là, c'est les aigus. Avec le temps, on perd un tout petit peu des aigus. Et puis, plus on avance en âge, plus les aigus vont se mettre à chuter. Les graves sont généralement plus ou moins bien préservées parce qu'elles sont à la pointe, à l'apex de la cochlée. Mais plus on avance en âge, plus les aigus vont disparaître. Et donc, c'est pour ça que c'est un phénomène qui touche tout le monde, qui est naturel. Et à 65 ans, il y a une personne sur deux qui est déjà en critère d'appareillage, qui devrait porter des appareils. Et donc, c'est pour ça que aujourd'hui, on considère qu'en France, l'OMS considère qu'il y a 6 millions de malentendants en France. Il y a 6 millions de personnes qui devraient porter des prothèses auditives, mais elles ne sont que 2 millions à le faire. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il y a un déficit dans le repérage, et ce déficit, il a des conséquences importantes. Tout à l'heure, je vous ai dit que la prise en charge de la surdité, c'était un problème, un enjeu de santé publique. Pourquoi ? Parce que, en fait, la surdité, ça engendre plein de choses différentes. Ça engendre l'augmentation du risque de démence. Et donc, pendant longtemps, des prothèses auditives, ça coûte cher. D'accord ? Ça coûte cher à l'achat, ça coûte cher à la société en remboursement. Une paire de prothèses auditives, vous pensez que c'est combien à peu près ? Les deux appareils. Combien ? 400 €. D'accord. Toi, tu penses que ça vaut combien ? 1000. Dis, on s'en fiche si tu te trompes, c'est pas grave. 35 000 €. Waouh. Putain. Là, elles sont en or massif, hein. 3 000. En fait, il y a deux gammes. Grosso modo, les prothèses, ça va de 2 000 € la paire à 4 000 € la paire. D'accord ? Donc, les prothèses il y a des prothèses qui sont intégralement prises en charge aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2021. Il y a des prothèses qui sont intégralement remboursées. Pourquoi ? En partie avec l'étude que je vous ai citée tout à l'heure, il y a un monsieur qui s'appelle Frank Lin, un Américain, qui a étudié des grosses cohortes de population. Une cohorte, c'est un ensemble de personnes. Il a étudié des grosses cohortes de population et il s'est aperçu que quand on avait une surdité légère non traitée, on multipliait son risque de développer une maladie d'Alzheimer, maladie apparentée, par 1,8. Si on avait une surdité moyenne, on multipliait ça par 3. Et si on avait une surdité sévère, par 5. Et donc, les gens, l'État s'est dit,
ça coûte cher de rembourser des prothèses auditives. Mais la dépendance, le fait d'être placé dans l'institution parce qu'on a une grosse maladie comme ça coûte encore plus cher. Donc, on va rembourser les prothèses auditives. Et donc, évidemment, le truc, c'est que le gouvernement qui allait mettre ça en place, ce n'est pas forcément celui qui allait tirer bénéfice de ce remboursement. Donc, la date a été fixée au 1er janvier 2021, et à partir du 1er janvier 2021, il a existé des prothèses qui sont intégralement remboursées à condition d'avoir un contrat mutuel responsable. On va passer sur ça. Mais grosso modo, il peut y avoir des appareils qui sont intégralement pris en charge. Et donc, ça, c'est important parce que c'est une augmentation du risque de démence. Ça peut être une augmentation du risque de chute. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que l'organe qui encodait les sons, c'est aussi l'organe qui encode l'équilibre. Et donc, tout comme il y a une presbyacousie, il y a ce qu'on appelle une presbyvestibuli, c'est le vestibule, les canaux semi-circulaires, qui vieillissent. Et donc, ça peut engendrer des troubles de l'équilibre et donc des chutes. Et quand on chute, plus on est vieux, plus on risque de se casser un os, et le col du fémur en particulier. Et quand on se casse le col du fémur, ça a des conséquences dramatiques sur l'espérance de vie, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc on ne va pas développer ça. Donc, plus de dépendance, plus de démence, plus que de chute, augmentation de la dépression. En fait, ces trois aspects-là, c'est ce qu'on appelle le spectre des 3D, dépression, démence, dépendance, et on ajoute à ça le risque de chute. Donc, vos grands-parents, encouragez-les à aller chez un ORL ou chez un audioprothésiste, à aller tester leur audition, parce que peut-être que quand vous allez chez mamie, vous trouvez que la télé elle est trop forte. Si la télé elle est trop forte, c'est sûrement que mamie elle commence à avoir une perte d'audition. Et donc si vous n'avez pas envie qu'elle ait ces conséquences-là, ça coûte pas cher, ça coûte même 0 € d'aller faire un dépistage de troubles auditifs. Elle va ou chez un ORL ou chez un audio, et elle va dépister son audition pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème auditif, et ça pourra lui éviter tout un tas de problèmes. Donc, comment est-ce que ça se passe l'appareillage ? Moi, j'en ai fini, et je vais laisser Constance vous parler de tout ça et vous expliquer les choses. Alors, merci beaucoup. Comme Jérôme était en train de vous l'expliquer, l'appareillage, ça va commencer par un bilan qui est gratuit chez un audioprothésiste ou chez un ORL ou chez certains médecins qui ont une petite spécialité en plus sur les oreilles. Je parle des médecins généralistes. Mais généralement, ça va être... vous avez l'impression d'entendre un petit peu moins bien en ce moment. Vous en parlez autour de vous. On va vous dire, va chez un audioprothésiste, faire un dépistage. Encore une fois, c'est gratuit. Je ne sais plus qui expliquait tout à l'heure. Voilà. Comme votre camarade l'expliquait tout à l'heure, on va faire des tests, donc souvent avec un casque, ou bien comme on vient de le faire tous ensemble là, et on va vous dire, comme le petit bilan qu'on a vu à la fin, est-ce qu'il y a un problème ? Est-ce qu'il n'y a pas de problème ? S'il n'y a pas de problème, tout va bien. Si le test que vous faites, vous, vos parents, vos grands-parents, vos amis, peu importe, révèle qu'il y a un petit souci, en général, vous allez aller voir votre médecin, qui va vous faire une prescription médicale pour aller voir un médecin ORL. Bon, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec un médecin ORL sans avoir vu le médecin généraliste avant, mais c'est mieux de prendre rendez-vous chez un médecin avant pour respecter le cycle. Et quand vous allez aller voir le médecin ORL, en général, il va refaire une série de tests et va vous donner une ordonnance pour vous faire appareiller si besoin. Cette ordonnance, elle va vous permettre de retourner voir l'audioprothésiste. Et l'audioprothésiste va pouvoir, grâce à cette ordonnance, vous appareiller. Et surtout, ça va pouvoir... en fait, l'ordonnance, elle va déclencher des remboursements. Même parfois 15 ans, l'audioprothésiste, il continue de suivre son patient, il continue de faire les réglages qu'il faut, de faire les entretiens, c'est-à-dire les nettoyages. Il continue d'être là pour son patient, en gros. Ça va ? Ça, c'est ce qui ressemble le plus aux appareils que les gens ont aujourd'hui. En général, quand vous allez croiser les gens dans la rue qui ont des appareils, déjà, ça se remarque de moins en moins parce qu'ils sont de plus en plus petits.
Et en plus, en général, c'est des petits appareils comme ça, donc vraiment très discret. Donc vous avez cette partie-là, qui contient quasiment tout le matériel informatique, qui va se mettre juste derrière l'oreille. Ce petit fil-là, qui est super discret, qui se plaque juste devant vos oreilles, qui ne se voit pas du tout, c'est ce qu'on appelle l'écouteur. Et ici, c'est la partie qui rentre dans l'oreille. Donc ici, c'est un petit dôme, mais parfois, on a des embouts sur mesure. Il y avait une image. Alors, le premier rendez-vous, vous discutez avec l'audioprothésiste, vous faites les tests, et effectivement, on va avoir ce qu'on appelle une prise d'empreinte. La prise d'empreinte, c'est... vous avez déjà été chez l'orthodontiste, on vous a fait des empreintes de vos dents. Bon, ça va être en gros la même pâte qui va être utilisée, mais un petit peu plus liquide, qu'on va mettre dans vos oreilles. Bon, pour protéger le tympan, on va mettre un petit coton pour pas que la pâte accroche au tympan, parce que sinon ça peut être grave. On peut vous arracher le tympan, on peut faire plein de choses dont on ne veut pas faire, donc on protège le tympan en mettant un petit coton. Et on va ingérer de la pâte comme ce que vous pouvez voir ici. La pâte, elle durcit en quelques secondes, en quelques minutes. On la retire et on a l'empreinte de votre oreille, exactement comme chez l'orthodontiste. Et avec cette empreinte, on va pouvoir fabriquer, dans le cas où c'est nécessaire, des embouts sur mesure comme ça. Donc c'est transparent, c'est assez discret, et ça permet de pouvoir gérer la ventilation qu'on va mettre dans l'oreille. Donc ça, c'est peut-être un peu compliqué pour vous, mais je vais vous l'expliquer. En gros, dans ce petit embout-là, on va faire un trou plus ou moins grand. Parce que si on vous met un embout sans trou, ça vous allez avoir la même sensation que quand vous parlez en vous bouchant les oreilles. Si vous parlez comme ça, vous allez entendre les graves, vous allez entendre les sons qui sont à l'intérieur de votre corps. Vous n'allez pas forcément mieux comprendre ce qu'on vous dit autour. Donc, ce n'est pas forcément nécessaire de boucher complètement l'oreille aux gens qui n'ont pas des pertes dans les fréquences graves. Donc, c'est intéressant quand vous avez des pertes d'audition où les fréquences graves sont bien conservées. Mais par contre, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les fréquences aiguës, c'est souvent plus dur. Donc, quand il faut augmenter ces fréquences aiguës, mais pas ces fréquences graves, on va faire des embouts comme ça et on va percer un trou dedans, plus ou moins grand, pour que le son naturel continue de passer et pour que vous n'ayez pas la sensation d'oreille bouchée. Est-ce que ça va? Et du coup, au deuxième rendez-vous, on va vous donner les appareils, on va faire les réglages et on va vous mettre les embouts qu'on aura fabriqués avec la prise d'empreinte. Ça marche? Hop, donc je reviens là-dessus, sur mon petit appareil. Donc vous voyez, ici, on a un genre de petit trou sur l'appareil, c'est ce qu'on appelle le microphone. C'est par là que le son va être capté. À l'intérieur, c'est toute l'informatique et c'est tout ce qui va nous servir à nous de faire les réglages, d'amplifier le son en fonction des fréquences. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper, je pense. Et après, vous avez ici l'écouteur, c'est là où le son ressort et on va le mettre dans l'oreille comme ça, enfin avec un petit dôme ou avec les petits embouts pour que ce soit bien proche de votre oreille. Ce que je vous propose, c'est de poser des questions. Et puis, nous, on y répondra. Si vous avez aussi des questions sur ce qu'on a vu avant, vous pouvez nous interroger sur ça et on répondra en fonction de nos compétences. L'orthophonisme, de base, c'est pas pour une question de langage? Alors, c'est effectivement du langage, mais c'est plus la communication au sens large. Donc, tu vois, le fait d'entendre les sons, tout à l'heure, je t'ai fait entendre des sons tels que les entendait un sourd moyen, un sourd sévère, un sourd profond, mais tu as vu que les sons, ils étaient déformés. Et donc, il faut réapprendre à utiliser cet aspect-là. Donc, c'est pour ça que l'orthophoniste, il intervient chez les personnes sourdes qui ont une surdité qu'on dit acquise. D'accord ? C'est-à-dire que ce n'est pas venu naturellement, c'est venu avec le temps. Donc, les personnes qui ont une surdité, on peut leur apprendre à faire de la lecture labiale. Donc, on peut leur apprendre à lire sur les lèvres. Et on peut leur apprendre à bien utiliser ce que leur prothèse, elle restitue. Et chez les enfants qui naissent sourds, combien d'enfants naissent sourds ? 1 sur 1000. Sur ces enfants qui naissent sourds, eux, en fait, ils n'ont jamais entendu le langage. Donc eux, il faut leur apprendre directement à se servir de ce que donnent leurs oreilles. Donc c'est pour ça que l'orthophoniste va effectivement intervenir en surdité, que ce soit chez le bébé sourd, chez l'adolescent sourd ou chez l'adulte sourd. D'accord ? D'autres questions ? Quelle est la plus grande cause de surdité?
Alors, en fait, la plus grande, tu vois que si on a dit que c'était 1 sur 1000 à la naissance, et qu'au final, on passe à 6 millions de malentendants. 6 millions sur, on m'a dit 66 millions. Donc ça veut dire 1 sur 11. Donc, tu es passé de 1 sur 1000 à 1 sur 11. Donc la cause la plus fréquente de cet aspect-là, c'est forcément la vieillesse. D'accord ? Après, tu as des surdités qu'on va dire autotoxiques. Donc il y a des gens qui doivent prendre des médicaments. Et ces médicaments, en fait, ils vont provoquer une destruction partielle des cellules de l'oreille. Dans certains cas, ça peut être certaines chimiothérapies, immunothérapies. Ça va détruire des cellules de l'oreille et des gens vont passer à côté. Donc ils vont perdre leur audition. Ça peut être des causes environnementales. Le bruit, en fait, c'est une des causes les plus fréquentes du vieillissement prématuré de l'oreille. Après, il y a des surdités qui sont présentes de manière très ponctuelle, comme les otites. Ça va te provoquer des petites surdités. Mais après, le reste, la plupart du temps, c'est la génétique. Chez les surdités congénitales, c'est la surdité génétique. D'accord ? Donc aujourd'hui, on a identifié, alors je ne peux pas dire combien on a identifié de gènes qui codent pour la surdité, mais il y en a beaucoup. Celui qui est les plus connus, c'est la connexine 26 et l'autoferline. Et donc ça, c'est les deux gènes qui rentrent le plus souvent en compte dans les surdités congénitales, surdités à la naissance. Et depuis cette année, en France, il y a une thérapie génique. Donc on essaye d'insérer un gène qui va corriger l'autoferline. Donc les premiers à avoir fait ça, c'était des Chinois, je crois. Et donc là maintenant, il y a une autre étude qui se met en place en Australie et en France pour voir les effets de la thérapie génique sur la surdité. Donc, mais pour l'instant, si vous avez un bébé sourd dans les années à venir, vous ne dites pas « je vais attendre qu'on fasse repousser les cellules de l'oreille ». Ça ne sera pas pour tout de suite. Ça sera encore, il faudra d'abord mettre des prothèses et aller chez un audioprothésiste. Ce n'est pas encore pour demain. Mais un jour, ça viendra où il y aura des évolutions. Moi, à 6 ans, j'ai perdu l'audition et je l'ai retrouvée à 10 ans et les médecins ne savent toujours pas comment je l'ai perdue et comment je l'ai retrouvée. Alors, si le médecin n'a pas su, je ne pourrais pas t'aider non plus. Ça, je ne sais pas. En fait, alors, ce que je sais, peut-être que tu avais une surdité de transmission, d'accord, que ce n'était pas tes cellules ciliées qui étaient défaillantes. En fait, quand les cellules ciliées, elles sont défaillantes, moi, j'ai eu une adolescente que je suivais en surdité, d'accord, et elle avait 15 ans, du moins, elle était en seconde, donc c'est 15-16 ans à peu près. Elle était en seconde, et en fait, un jour, elle allait dormir chez une copine. Et à la place d'aller dormir chez la copine, elles sont allées en boîte de nuit. Sauf que le jour-là, elle a perdu l'audition. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas voulu dire à ses parents qu'elle avait perdu l'audition parce que elle n'était pas à l'endroit où elle était censée être. Donc elle n'a rien dit. Mais sauf qu'il faut réagir dans les 24 heures. Quand tu as une surdité brusque, il faut réagir dans les 24 heures pour donner des corticoïdes et réoxygéner les cellules de l'oreille pour essayer de les maintenir en vie. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle n'était pas à l'endroit où elle avait dit qu'elle était. Elle n'a rien osé dire. Elle a perdu son audition et est devenue sourde profonde totale des deux côtés. Donc là, voilà, c'était très problématique. Là, toi, peut-être que si c'était un problème transmissionnel, à un moment, ça s'est résolu. Je ne saurais pas te dire pourquoi. Mais si c'est tes cellules de l'oreille qui meurent, en général, elles ne repoussent pas, elles ne peuvent pas revenir. Ça, c'est autre chose. Mais là, je ne sais pas ce qui t'est arrivé et je ne pourrais pas dire. Mais je n'ai pas de connaissances, d'accord, quand je dis dans la littérature, ce n'est pas le journal de Spirou, c'est la littérature scientifique. Je n'ai pas de connaissances de cas où une personne elle a une surdité de perception, donc sa cochlée qui est défaillante et qui retrouve son audition. Ça, je n'ai jamais vu. Mais peut-être que ça existe, hein, mais en tout cas, ça dépasse mes connaissances. Oui ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? Faire orthophoniste ? Alors, si je te dis la vérité, tu ne vas pas me croire. Mais en fait, c'est le hasard. D'accord ? Alors, je t'explique. Moi, je voulais être pilote d'hélicoptère dans l'armée. Et j'habitais à Metz quand j'étais petit. J'ai passé les tests militaires pour ça.
et ils coupent la France en 3 zones et ils prennent 6 candidats par zone. Donc moi j'ai fini 4e de la zone Est, je devais rentrer à l'école militaire, mais à l'époque je jouais au foot au FC Metz, du moins un club de foot de haut niveau, et j'ai eu une double fracture tibia-péroné avec une section du jambier antérieur, j'ai une paralysie de mon pied droit, et du coup je ne pouvais plus jouer au foot, et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? Et donc il y avait du moins j'ai fait plus de 150 séances de kiné, et donc je me suis dit kiné c'est bien. Et donc je me suis dit je vais faire kiné. Sauf que quand je suis allé à l'école à Nancy, ça coûtait 17 000 francs d'inscription à l'école, et mes parents ils n'avaient pas prévu les 17 000 francs parce que je devais rentrer à l'école militaire. Donc je me suis dit il faut que je fasse autre chose. Et un des 2 kinés qui était à Metz avait fait ses études en Belgique et il m'a dit pourquoi tu ne vas pas en Belgique? Et donc en 92, je suis allé en Belgique dans une école, mais à l'époque, ils ne prenaient que 6 étudiants français parce qu'un étudiant français, ça ne compte pas dans les subventions que reçoit l'État. Et donc, ils ne prenaient que 6 étudiants. Et il n'y a pas de concours d'entrée. Et donc, moi, quand je suis arrivé à 3 h du matin, j'étais 8e parce qu'il y avait déjà 6 mecs qui dormaient devant l'école. Et il y avait une école, c'était écrit logopédie. Moi, je ne savais pas ce que c'était logopédie. Mais à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Vous ne pouvez pas regarder sur Internet ce qu'il y avait. Et donc, je me suis dit, logopédie, ça doit être un truc pour les pieds. Ça va me servir dans le truc. Je vais faire ça pendant 1 an. Et puis, quand j'aurai fait 1 an, je vais changer dans l'école de kiné, de logopédie, j'irai en kiné. Et puis, en fait, comme j'étais major de ma promo, ils m'ont dit, non, tu ne changes pas, tu restes en logopédie. Et en fait, ça m'a plu parce que la kiné, c'est de la rééducation, mais c'est de la rééducation musculaire. D'accord ? Mais l'orthophonie, c'est de la rééducation, mais c'est de la rééducation cognitive. Mais les principes, c'est les mêmes. Tu fais un bilan pour trouver ce qui va pas chez la personne. Tu bâtis ton plan de rééducation. Tu fais la rééducation avec la personne. Et une fois que tu lui as résolu ses problèmes, merci, au revoir. Et on ne passe pas 365 jours avec la même tête en face de soi. Ça peut être très plaisant. Et donc, ça m'a plu de faire orthophonie. Et dans l'orthophonie, c'est très, très large. Et donc, il y avait 2 trucs qui m'intéressaient, c'était la neurologie, tous les troubles du cerveau, et la surdité. Et donc, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai regardé sur le Minitel. Vous ne savez pas ce que c'est le Minitel, mais c'est l'ancêtre d'Internet. Et donc, j'ai regardé sur le Minitel et il y avait 2 postes pour sourds. Il y en avait un à Font-Romeu, mais comme ma femme est prof, elle m'aurait rejoint à la retraite dans les Pyrénées. Donc, j'ai choisi le Nord, et là, pas de problème, elle m'a rejoint l'année d'après. Donc je suis venu dans le Nord et j'ai fait orthophoniste en surdité dans le Nord. Voilà. Donc c'est un parcours un peu bizarre. Ce n'était pas ma vocation depuis que je suis tout petit, mais je suis resté là et ça m'a plu. Donc au final, grâce à la fracture tibia-péroné. C'est ça. Pour être audioprothésiste, c'est 3 ans après le bac, c'est un diplôme d'État. Du coup, je ne sais pas qui pose la question, c'est... Ok, c'est pas toi. Du coup, voilà, c'est 3 ans après le bac. Et orthophonie, c'est 5 ans. Voilà. Pour le cursus, on fait sa seconde, sa première, sa terminale. À l'issue de la terminale, on soumet son dossier à Parcoursup. Et en fonction de son dossier, on est convoqué dans les écoles qu'on a sollicitées pour avoir une place ou pas de place. Donc à Lille, à l'école d'orthophonie de Lille, il y a plus de 3000 demandes et ils vont prendre une centaine d'étudiants. Donc 1 sur 30 en gros qui va réussir. Donc le tout c'est d'avoir un bon dossier scolaire. Voilà, juste à bon entendeur, éviter de faire les cons en classe, ça aide à avoir un bon dossier. Et oui, pour audioprothèse, c'est pareil. On est 30 par promo pour à peu près 500 demandes sur Parcoursup tous les ans. Voilà, à peu près pareil. Donc, un peu plus rapide la formation d'audioprothésiste et donc l'équivalent d'un master pour l'orthophonie. Oui, après c'est 3 ans, mais dans ces 3 ans, vous avez l'équivalent d'1 an de stage. Vous avez 6 mois en première année de stage, un petit peu moins. Vous avez 2 mois et demi dans un service ORL, donc vous allez voir les médecins, les opérations, vous allez voir tout ça pendant 2 mois et demi.
vous avez 1 mois dans un laboratoire d'audioprothèse avec des audioprothésistes et 2 semaines dans un EHPAD. Et après, sur les 2 dernières années, vous avez entre 4 et 5 mois de stage avec un audioprothésiste. Un EHPAD, c'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. D'accord, c'est des personnes qui ont les maladies d'Alzheimer et... Et là, vous êtes en combien d'années? C'est ma dernière année, en 3e du coup. Et moi, je suis un peu plus vieux, comme on témoigne les cheveux gris, donc ça fait très longtemps que je suis sorti. Oui? Pour votre projet, vous avez tout ce qu'il faut? On n'a pas de projet. Est-ce que quand on change la composition d'un environnement chimique, je veux dire, est-ce que le son il est aussi déformé ou alors ça change juste l'intensité du alors est-ce que si là on était dans une pièce avec que l'hélium, le son il changerait? Ah, sûrement que la vitesse de propagation du son, elle va changer, ouais. Ouais, du coup les fréquences aussi. Okay. Ouais. En fait, là, dans l'air tel qu'il est composé, azote, oxygène, etc., c'est 340 mètres secondes. Si tu as une modification de l'environnement d'un point de vue composition de l'air, tu auras une déformation du signal. Alors, quelles seront les incidences sur la fréquence? Ça, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il y ait d'absorption particulière. Par contre, la vitesse de propagation du son, elle sera forcément impactée. Ah oui, du moins, c'est vous qui pilotez. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre attention.